Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur cet atelier donc numéroté E1 qui a pour objet de travailler sur la question des parcours hybrides de formation en entreprise au service de plusieurs projets, évolution professionnelle, développement de compétences, organisation apprenante. Pour animer cet atelier, nous sommes quatre acteurs. Alors deux acteurs de Catalyst Conseil, le cabinet que je vais vous présenter, et deux acteurs de l'entreprise Cercel, l'entreprise sur laquelle nous allons justement illustrer ces parcours hybrides en entreprise. Alors, je vais vous présenter donc chacun. Vous allez les voir apparaître. Ils sont à mes côtés. À mes côtés, donc, il y aura Véronique Thomas, qui est responsable des carrières et transitions professionnelles et consultante à Catalyst Conseil. Il y aura également Frédéric Boucher, qui lui fait partie de l'entreprise Cercel. Il est responsable du développement de bancs de test et d'une équipe de 7 personnes au sein d'un service méthode test. Et puis, quatrième personne, Stéphane Le Foll, responsable d'une équipe de développement logiciel de 8 personnes au sein du même service méthode et test que Frédéric. Et je termine par moi, donc Céline Châtelier, je suis en charge à Catalyst Conseil de l'innovation, des produits formation et conseil aux entreprises sur la question du développement des compétences. Alors, cet atelier on l'a structuré en 3 temps. Sur chacun des temps, évidemment, on viendra vous proposer, vous présenter des éléments. Un premier temps sur des points de repère, puisqu'on va parler de formation hybride en entreprise. Évidemment, on va se redonner des points de repère sur ce que la revêt, qu'est-ce qu'un parcours hybride de formation en entreprise, les différents enjeux, les différentes modalités, et d'où on parle en tant que Catalyst sur cette question-là. Donc ça sera le premier temps qui durera une dizaine de minutes et vous pourrez, via le chat, proposer des réactions ou nous poser des questions. Et à la fin de ce premier temps, on fera écho à ces questions pour venir préciser notre propos en lien avec ce premier point sur les repères qu'on pourrait se donner, qu'on peut se donner ensemble sur les parcours hybrides de formation en entreprise. On commence par ce point-là, puisque ça nous semble nécessaire effectivement de partager ces points de repère avant le deuxième temps qui va être un zoom sur une expérience d'entreprise, donc l'entreprise Cercel, une expérience de construction de parcours de formation hybride au service d'un objectif de faire monter en compétences et de faire évoluer professionnellement, mais on viendra plus précisément de faire évoluer professionnellement des collaborateurs. Donc ça, ce sera le deuxième temps. Et là, vous aurez le témoignage effectivement de Frédéric et de Stéphane, qui ont été des acteurs clés de la construction de ce parcours et de la mise en œuvre de ce parcours formation pour un de leurs collègues, puisqu'ils ont été tuteurs et formateurs FEST. Et puis le troisième temps, et là ce sera ma collègue Véronique qui l'animera, il sera consacré à une ouverture au regard de cette expérience-là de formation et de parcours hybride de formation en entreprise. On souhaite échanger avec vous, ou en tout cas vous proposer notre lecture de l'équation possible et sûrement nécessaire à réfléchir en tout cas de l'équation donc entre des besoins formation individuels et les besoins plus collectifs de l'entreprise sur la formation de ses collaborateurs. Voilà pour notre menu. Et donc, sur chacun des 3 temps, vous pouvez, en fil continu, je dirais, poser vos questions ou réagir. Et nous, en tout cas, on s'arrêtera à chaque temps pour reprendre ces éléments-là. Je vais juste proposer, je crois que c'est à Stéphane, de nous dire, puisqu'on va vraiment faire un temps principalement au cœur de cet atelier sur l'expérience de Cercel, de nous présenter justement Cercel. Oui, bonjour. Alors, en 2 mots, Cercel, c'est une société d'environ 1500 personnes et à peu près 500 personnes ici sur le site de Nantes. Donc, on est spécialisé dans l'équipement géophysique, donc des systèmes, systèmes électroniques de capteurs qui vont permettre d'obtenir une imagerie du sous-sol. Et les domaines d'application sont la prospection pour les hydrocarbures, le génie civil avec la surveillance de structures ou les études scientifiques. Donc là, notre cœur de métier, c'est vraiment l'électronique professionnelle.
Et le sujet là, qui nous concerne, donc le projet AFEST, là, s'est déroulé au sein du service méthode test, donc qui s'occupe des tests en production de nos équipements. Voilà. Euh, on va y revenir puisque vous allez présenter aussi l'objectif initial de cette mission-là qu'on a réalisée avec vous et de la construction de parcours. Mais il nous semblait intéressant, avant de découvrir cette expérience, qu'on se redonne, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, des points de repère ne serait-ce qu'aussi sur ce terme hybride qui peut ne pas parler. On va faire ce premier point donc de zoom sur les formations en vous redisant d'où on parle, puisqu'on va parler effectivement de formation en entreprise et de formation professionnelle, et ça nous semblait important de vous dire qui est Catalyst par rapport à cet objectif-là et cet enjeu de la formation professionnelle. Et là, je vais te laisser la parole. Bonjour à tous. Catalyst Conseil, cabinet conseil RH créé il y a maintenant 32 ans dans l'Ouest, qui est un cabinet qui accompagne les changements professionnels, à la fois à destination de la sécurisation des parcours professionnels des actifs, accompagnement de leur mobilité professionnelle, de la gestion de carrière. Accompagnement également des entreprises en changement, au travers notamment de prestations de recrutement ou de conseils en formation. Et puis, Catalyst intervient également sur l'efficience des politiques et dispositifs emploi-formation, notamment dans le cadre de la réalisation d'études. Voilà, donc ça c'est notre positionnement effectivement et les différentes missions qu'on peut avoir. Et là, je vais aller plus précisément sur nos engagements et la singularité de notre cabinet par rapport à la formation. C'est vrai que depuis toujours, on a souhaité accompagner les changements d'entreprise, mais en mettant au cœur les dynamiques de développement des compétences. Pour ça, d'ailleurs, on a un certain nombre de labels qui nous permettent, grâce au retour de clients, effectivement, d'être reconnus sur l'approche globale des organisations, mais particulièrement aussi sur le conseil en formation, le management de projet, la gestion des ressources humaines et le recrutement. Là, aujourd'hui, évidemment, on va mettre l'accent plus sur la question du conseil en formation et de cette mission qu'on a eue auprès de Sercel. Mais ça nous semblait important de repositionner par rapport à l'histoire de Catalyst Conseil, qui, par ailleurs, est engagé sur les questions de RSE, de responsabilité d'entreprise, de charte diversité, qui souhaite aussi avoir une mission d'utilité sociale et qui est reconnue avec ce label ESUS, donc d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Et dans notre manière d'accompagner les entreprises sur cette question de la formation et la structuration de formation en interne, évidemment, on est irrigué par ces valeurs-là. On a depuis toujours, depuis 90, accompagné des entreprises sur la formation intégrée au travail, en partant du principe et en constatant que situer la formation dans l'entreprise et partir du travail, c'est un moyen de reconnaître les expériences des salariés, des collaborateurs. C'est un engagement aussi à faire monter en compétences et en développement de parcours professionnels. C'est développer des espaces de discussion sur le travail réel, l'activité réelle. Donc, la manière dont on a investi depuis, et on va revenir la loi 2018, cette modalité qu'est la formation en situation de travail, la FEST, eh bien, il y a tout ça. Replacer le travail au cœur, reconnaître les salariés comme ayant des expertises qui peuvent faire pédagogie et formation pour leurs collègues et investir toutes les parties prenantes, RH, management, salariés, dans cet exercice de formation en situation de travail. Alors, la deuxième chose qu'on voulait vous donner dans cette partie, c'est donc on s'est situé en tant qu'acteur accompagnant les dynamiques de formation en entreprise, c'est se redonner donc ensemble des points de repère sur la formation. On va faire très synthétique, mais
pour bien comprendre ce qu'a été l'expérience Cercel. Une première image, on se resitue bien par rapport à une définition qui existe aujourd'hui depuis la loi 2018 et qui précise ce qu'est une formation, un acte de formation. Ça peut être important pour pouvoir justement être acteur de formation. Donc c'est un parcours pédagogique, donc ça veut dire penser un parcours qui vise un objectif professionnel de développement de compétences ou de qualifications et qui peut, et c'est là aussi quelque chose qui est nouveau dans la loi, qui précise que cette formation peut se faire avec des modalités différentes, puisque l'article, sur lequel on vous met d'ailleurs le numéro de l'article de la loi, précise que ça peut être à distance, tout ou partie, mais que ça peut être aussi quelque chose, cette formation, cet acte de formation, qui peut se réaliser en situation de travail, donc dans les espaces de travail, dans l'entreprise. Donc voilà, on se situe bien dans cette définition-là et on voit bien les ingrédients nécessaires, un parcours, un objectif clair et défini de développement de compétences ou qualifications, et puis des modalités aussi à définir de formation avec une palette, on le voit bien, qui peut être large. Alors, si on regarde plus précisément, puisque l'objet de l'expérience qu'on va vous présenter, c'est la formation en entreprise, et bien voilà, dans la famille des formations internes à l'entreprise, on va zoomer sur la FEST. Il n'y a pas que cette modalité-là, mais c'est vrai que le travail réalisé avec Cercel a mis au cœur cette modalité qu'est l'action de formation en situation de travail, avec des ingrédients, des passages obligés qui, et là Frédéric et Stéphane témoigneront, sont des pratiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de réaliser, ou en tout cas aussi finement, particulièrement l'analyse de l'activité de travail réelle, pour identifier des éventuelles évolutions ou adaptations pour que ces situations de travail soient pédagogiques et permettent des finalités pédagogiques. La désignation, mais ça c'est aussi rattaché à la loi d'un formateur en amont du parcours, et la mise en place de ce qu'on va appeler des boucles, c'est-à-dire des temps de formation qui alternent des mises en situation, des phases réflexives qui permettent de tirer des enseignements sur les situations de travail, de mesurer les écarts avec les attendus, les réalisations, et de consolider, de construire les apprentissages. Et quatrième passage obligé, des évaluations, c'est-à-dire qu'on est sur aussi des temps qui formalisent réellement des évaluations de ce qu'aura produit en termes d'acquisition la formation. Alors, là, c'était pour préciser, effectivement, quand on parle de formation interne en entreprise, avec au cœur, par exemple, cette modalité AFEST. Dans notre titre d'atelier, on parle de parcours de formation hybride. Et là, on voulait aussi vous proposer un éclairage, puisque, suivant les écrits, vous allez trouver le terme aussi de formation multimodale, de blending learning. Alors, je vais très peu utiliser un vocable anglais, je vais rester sur le français, mais ça peut être intéressant de savoir aussi que quand on parle de blending learning, il s'agit de formation multimodale ou hybride. Et le principe d'une formation justement hybride ou multimodale, c'est de combiner plusieurs modalités de formation. S'agissant des formations internes à l'entreprise et de l'expérience Cercel qu'on va vous présenter, on a travaillé à construire des parcours de formation qui alternent, qui combinent la modalité AFEST, mais aussi la modalité tutorat, pour en faire quelque chose qui ne vient pas l'un remplacer l'autre, mais bien en complément, construire quelque chose, une formation qui va assurément développer la compétence et garantir l'apprentissage. Donc voilà, formation multimodale, ça n'est pas forcément une formation qui alterne des temps synchrones, asynchrones, présentiel, distanciel. C'est une formation qui utilise plusieurs modalités qui peuvent toutes être synchrones, présentielles, mais malgré tout différentes
aussi différentes que le tutorat et la FEST. Et avec l'éclairage qu'on va avoir sur l'expérience Cercel, on verra bien comment ces deux modalités sont riches, différentes, mais très complémentaires, le tutorat et la FEST, et ont permis d'assurer l'objectif qui était visé par l'entreprise. Voilà pour ces points d'éclairage sur qu'est-ce qu'une formation telle que le définit la loi, comment la FEST fait partie des modalités de formation mais dans l'entreprise et comment elle peut, dans le cadre d'un parcours de formation hybride, s'associer, je dirais s'articuler avec d'autres modalités telles que le tutorat, qui était déjà d'ailleurs pratiqué dans l'entreprise Cercel avant cette mission. Alors, deuxième point d'éclairage, les parcours hybrides, maintenant qu'on s'est donné une définition de ce qu'est une formation multimodale ou hybride en entreprise, eh bien, on a voulu vous donner un écho de ce qu'on peut, au travers de nos accompagnements de différentes entreprises, entrevoir des enjeux de ces parcours de formation hybride en entreprise et les questions que se posent très naturellement les entreprises et les acteurs de formation interne à l'entreprise quand il s'agit de se projeter sur ces parcours. Au niveau des enjeux, on a eu plusieurs missions autour de l'objectif d'intégrer de nouveaux collaborateurs quand on recrute. Donc un salarié sur une mission qui n'est pas forcément un poste, une responsabilité qui n'est pas forcément nouvelle dans l'entreprise, mais le collaborateur, lui, est nouveau. Un parcours hybride de formation peut optimiser la montée en compétences, certaines, rapides, et compétences vraiment spécifiques à l'entreprise. Comme on va le voir là dans l'exemple de Cercel, on est plus sur l'enjeu de donner des perspectives d'évolution à ces salariés, les salariés qui sont déjà là, qui sont déjà compétents sur leurs responsabilités, mais qui peuvent évoluer en termes de mobilité vers de nouvelles responsabilités ou de nouveaux postes existants dans l'entreprise ou créés. Évidemment, au cœur aussi des enjeux, il y a ce principe, il y a cette idée, ce défi d'accompagner les changements qui parcourent les entreprises et les nouveaux besoins de l'entreprise en termes de postes et de responsabilités. Et puis, enfin, ça n'est pas conclusif, hein, c'était 4 enjeux qu'on voulait mettre en lumière. Il y a aussi les enjeux de sauvegarde des compétences stratégiques de l'entreprise. Plusieurs entreprises, en regardant la pyramide des âges, savaient que des collaborateurs experts autour de compétences vraiment stratégiques pour l'entreprise allaient partir et en amont souhaitaient garantir le transfert, la transmission des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être de ces collaborateurs auprès de collaborateurs plus récemment arrivés dans l'entreprise. Voilà au niveau des enjeux, quelques enjeux que nous rencontrons régulièrement, en tout cas que se donnent les missions Catalyst d'accompagnement des entreprises. Sur les questions, là aussi on a fait une petite synthèse et on pourra y revenir. Évidemment, il y a la question de la reconnaissance et de la valorisation de ces formations-là, notamment dans le bilan à 6 ans. Au bout de 6 ans et au fur et à mesure des entretiens professionnels, on sait qu'il y a un bilan à 6 ans, des formations notamment réalisées, proposées aux salariés. Eh bien, effectivement, il y a une possibilité, il y a les moyens, notamment autour des passages obligés et de la traçabilité de ces actions de formation, de faire reconnaître des formations internes en entreprise dans le bilan à 6 ans. Et puis, autre catégorie de questions, et là aussi l'exemple Cercel va nous permettre d'illustrer des réponses. Certaines réponses, c'est comment mettre en place ces parcours, qui associer de l'entreprise pour construire et mettre en place ces parcours. Comment on peut aussi, en tant qu'entreprise, être accompagné. Et là, c'est tout l'intérêt du témoignage de Stéphane et Frédéric sur leur expérience de l'année, globalement, ça s'est situé sur l'année 2021.
là, on est au terme de ce premier temps qui permettait de redonner des éléments sur la formation, de définition, de cadre, de modalités, qui permet de situer les enjeux, d'aller vers des parcours de formation hybrides et en entreprise. Est-ce que parmi les remontées de questions ou témoignages, Véronique, il y a des choses qui pourraient nous permettre d'être plus précis ou de donner écho? Alors, il y a une remarque sur un parcours d'action de formation hybride où pourquoi pas parler de formation multimodale. Donc, je pense que tu as apporté des éléments de cadrage lors de la définition, mais peut-être y revenir. Donc oui, effectivement, quand on dit hybride, c'est le fait d'avoir mixé plusieurs modalités. Donc c'est au sens de combiner plusieurs modalités. Je dirais qu'il y a aussi dans la notion d'hybride, c'est dans l'ingénierie qu'on a fait de la construction de ce parcours. C'est parfois de voir les points de jonction d'articulation, de penser la méthodologie. Et en l'occurrence, là, on s'est beaucoup basé sur la méthodologie AFEST, même si on a donc intégré la modalité tutorat. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Après ces éléments-là, avec la journée d'hier et les tables rondes de la journée d'hier, les ateliers, c'est vrai que maintenant, je dirais que la loi 2018 est un patrimoine commun sur lequel maintenant on a pris pas mal de repères justement de cadrage, de définition. Et nous, on va vraiment zoomer sur une des modalités sur lesquelles la loi 2018 a vraiment confirmé l'intérêt de cette modalité, c'est-à-dire celle de la FEST. Donc si au niveau des réactions ou des questions... Il y a une autre question sur justement, alors je pense que la transition va être toute trouvée, mais y a-t-il des particularités incontournables à la méthode AFEST? Donc je pense qu'il faut rester en ligne pour pouvoir avoir la réponse, puisque le témoignage après va nous l'illustrer. Voilà, va tout à fait l'illustrer, même si on a vu que dans la loi, effectivement, la loi et le décret qui a suivi en décembre 2018 est venu préciser les incontournables de la réalisation de la mise en œuvre d'une AFEST. Et c'est vrai que on va le voir à travers effectivement le témoignage de Cercel. La question de l'analyse de l'activité réelle, mais une analyse fine qui permette de détailler vraiment les tâches, les étapes, les process, les moyens, ce qui fait varier la réalisation de la tâche et ce que sont les indicateurs de mesure de la réussite de la réalisation de cette tâche. C'est quelque chose qui est vraiment singulier. En tout cas, dans les entreprises qu'on accompagne, on a rarement... les entreprises nous disent qu'elles ont rarement autant précisé, détaillé, scruté l'activité réelle grâce à la construction d'une AFEST. Ensuite, le moyen ingrédient qu'on a vu tout à l'heure, c'est de faire alterner ce qu'on n'a pas forcément dans des formations qui sont plus sur le tas ou tutorales, de faire alterner des mises en situation avec des temps où on sort la personne, on n'est plus dans la situation de travail, on reste dans l'entreprise, mais avec des temps réflexifs, des temps où le formateur FEST, et là aussi Stéphane nous dira, il a été formateur FEST, où la posture du formateur FEST est vraiment singulière, puisque ça n'est pas celle de dire à son collaborateur ou au formé ce qui va ou ce qui ne va pas dans sa mise en situation, mais de l'aider à se questionner, à analyser sa propre pratique, à la comparer avec les attendus. Ça, c'est vraiment au cœur, l'alternance de ces temps-là, mise en situation et temps réflexif, est au cœur de la FEST. Et donc, quand on construit un parcours où on utilise la FEST, il faudra penser aussi un agenda qui permette vraiment de programmer ces différents temps-là dans le parcours formation.
Et des nouvelles questions orientées entre la distinction entre le tutorat et la FEST, et une remarque sur le fait que est-ce que le tutorat est intégré enfin la modalité de tutorat est intégrée dans celle de la FEST. Alors, on va le voir. Pour nous, il ne s'agit pas d'intégrer ou de fusionner, mais d'articuler des temps qui seront des temps vraiment de tutorat. Et là, c'est Frédéric qui en témoignera. Des temps où on va être à côté, on va montrer, on va réaliser l'activité sur laquelle on veut que le collaborateur monte en compétences. On va lui montrer comment nous-mêmes on pratique cette activité-là, on va lui proposer de faire et on va réagir en direct. Alors que la FEST, c'est vraiment une mise en situation sur laquelle le formateur est plutôt en observation, ne réagit pas, et ensuite propose un temps réflexif en dehors de cette situation-là. Donc on a plutôt fait alterner ces temps-là plutôt que fusionner ces temps-là avec deux acteurs, un acteur tuteur et un acteur formateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on va ensuite, de toute façon, effectivement, illustrer ce que je suis en train de dire. Pas d'autres questions. Avec l'expérience de Cercel. Quand je dis l'expérience Cercel, c'est vraiment ce travail. Alors, du côté de Catalyse, donc c'est une mission d'accompagnement de l'entreprise Cercel à partir d'une demande de départ. Et c'est aussi l'expérience des acteurs qui ont fait partie du groupe de pilotage avec nous pour construire, créer l'ingénierie de ce parcours formation hybride et qui ensuite l'ont mis en œuvre. Avec juste une compréhension, je dirais, du continuum en fait de l'accompagnement avec un objectif plutôt de mobilité interne. Pourquoi on dit de l'accompagnement mobilité externe à un accompagnement de mobilité interne? C'est que, c'est toi Véronique, qui avait déjà travaillé avec l'entreprise Cercel, mais plutôt sur de la mobilité externe. Et là, ce qu'on va vous présenter, c'est le travail d'accompagnement sur la mobilité interne. Excusez-nous pour la faute, sur mobilité, il y aurait un S. Donc voilà, il y a eu 4 temps d'accompagnement et un de suivi au cœur. Premier temps, on a fonctionné avec un état des lieux et de cadrage de la mission. On a constitué un groupe de pilotage et ça, c'est un levier fort et je dirais que c'est vraiment nécessaire de travailler avec plusieurs acteurs, l'acteur RH, manager, formateur, et on était 2 consultantes au niveau de Catalyse. Un temps, une fois que ce groupe de pilotage existait, qui est plutôt d'ingénierie pédagogique, qui commence par l'analyse de l'activité cible, qui permet aussi au groupe de pilotage de s'approprier, de s'acculturer à ce qu'est la FEST et sa méthodologie, puisque même si on a utilisé les 2 modalités AFEST et tutorat, on a vraiment utilisé la méthodologie AFEST pour structurer le cheminement. Et on a donc travaillé à co-construire justement cette analyse de l'activité, à co-construire les outils, les supports pédagogiques qui ont servi ensuite à la mission. Il y a eu un temps de mise en œuvre où là on était en suivi mais plus à distance, en suivi des acteurs qui mettaient en œuvre ce parcours, donc Stéphane et Frédéric. Et puis on a réalisé un retour d'expérience, évidemment, des enseignements, une amélioration des outils, du process qu'on avait construit ensemble au regard de l'expérience. Et là, très récemment, on a effectivement passé un temps à évaluer le projet et à mettre en perspective le déploiement de ce projet, mais plutôt en autonomie. Donc ça, c'est le process global. Sur l'objectif. Et là, je vais peut-être passer la parole à Frédéric ou Stéphane pour nous redire qu'effectivement, là, l'objectif, c'était de permettre de construire une trajectoire professionnelle en entreprise, donc de fidéliser les collaborateurs en leur permettant, via le développement de leurs compétences, de pouvoir, très concrètement, c'était de pouvoir passer d'un poste de technicien à un poste de cadre. Est-ce que oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc on a une équipe constituée de techniciens au sein du service.
Et certains techniciens souhaitaient prétendre à évoluer vers un poste de cadre. Et on a des métiers dans notre service qui permettaient d'avoir un rôle de cadre pour ces techniciens-là. Donc on a trouvé l'intérêt de la FEST pour faire progresser des techniciens identifiés. Donc là, on en avait un qui me remplaçait sur un rôle que j'occupais précédemment. Et donc, ça a été l'occasion, en fin de compte, de l'accompagner d'un rôle de technicien à un rôle de cadre. Mmh. Donc là, c'était voilà, ça c'était vraiment l'objectif. Alors, vous disiez, Frédéric, via la FEST, parce que voilà, vous aviez entendu parler de cette modalité-là. Assez vite, hein, on a vu que la FEST était pertinente, mais que c'était intéressant de compléter en fait le parcours, de construire le parcours aussi avec la modalité de tutorat pour pouvoir vraiment penser le cheminement, la montée des marches dans le développement des apprentissages, puisque voilà, vous aviez visé quatre compétences clés qui vous semblaient clés par rapport au poste de cadre à tenir. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, donc lors de la partie ingénierie, par rapport au poste qu'on souhaitait, donc sur lequel on souhaitait mettre le technicien, on a identifié des rôles sur lesquels le technicien n'avait pas entièrement les compétences. Et donc, pour pouvoir faire monter le technicien en compétence sur ces rôles-là, donc on a un rôle de suivi de projet, un rôle de suivi de budget, un rôle de gestion des ressources, et aussi un rôle d'animation, proactivité dans les réunions. C'est un peu des rôles clés qu'on avait identifiés pour faire progresser le technicien. On s'est basé sur notre expérience pour faire monter le technicien en compétence grâce à du tutorat. Et ça, c'était mon rôle pendant toute la phase AFEST. Mmh. Donc, on avait voilà, cet objectif de faire passer de technicien à un poste de cadre. Il était ambitieux puisque, oui, au regard des référentiels compétences qu'on a travaillé, on est parti de là en fait. Hein, quand on dit une analyse fine de l'activité cible, on a avant même l'activité réelle et cible, on a regardé aussi les référentiels compétences et on vous a proposé de réfléchir à ce qui était vraiment selon vous les compétences stratégiques, les compétences qui n'étaient pas forcément donc présentes et à l'œuvre dans le poste de technicien et qui étaient par contre au cœur du poste que vous vouliez confier à Philippe, votre collègue, sur un poste de cadre. Donc quatre compétences cibles. Et donc, c'est sur ces compétences-là qu'on a travaillé à regarder pour chacune d'entre elles ce qui était un peu le process à l'intérieur de cette activité, d'animer une réunion, de gérer un budget, de gérer un projet, ce qui était un peu le process des tâches à réaliser pour ces activités-là, ce qui influait, rendait plus difficile l'exercice de ces activités-là, les indicateurs, on a travaillé aussi sur la formulation d'indicateurs, et cela nous a permis de construire un support assez précis qui permettait en amont du parcours de s'auto-positionner. Le salarié a pu, sur chacune de ces compétences-là, et du décryptage fin de ce que ça demandait en termes d'activité, de pouvoir se dire ouais, ça je sais faire, ça je sais pas si je sais faire, et ça je sais pas faire. Et ça a été il me semble, un premier espace-temps où vous avez pu échanger avec lui, n'est-ce pas? Ne serait-ce que sur le positionnement, je crois que vous avez vraiment échangé sur le résultat de ce positionnement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la démarche qui vient d'être décrite et pas naturelle. C'est-à-dire que sans accompagnement, je pense qu'on aurait eu du mal à vraiment la mettre en œuvre, toute cette démarche, parce que de documenter précisément comment faire une tâche, quels sont les moyens de l'évaluer, nécessitait un accompagnement qui nous a vraiment aidé à définir, à reformuler les termes
pour documenter tout ça. Et ensuite, ça a servi de support de fiches d'évaluation. Le salarié s'est évalué sur chaque tâche identifiée, donc le suivi de budget, l'animation de réunion et le suivi de projet, et s'est rendu compte justement du gap qu'il pouvait y avoir. Et c'est en définissant finement les éléments liés à ce rôle que la personne a pu voir aussi qu'il y avait un gap. Initialement, la personne imaginait savoir faire. Et en détaillant finement le rôle, la personne s'est rendue compte qu'il y avait bien des gaps. Et c'est là qu'on a eu le rôle d'accompagnateur pour combler ces gaps. Alors voilà, on parle de ces fiches avec le décryptage fin de l'activité, des fiches qui ont permis au salarié lui-même de constater peut-être qu'il pratiquait, mais pas en intégrant tous les points de repère, tous les indicateurs. On a aussi réalisé, mais vous y reviendrez, on a aussi réalisé en amont de la rentrée dans le dispositif de votre collègue une évaluation externe. Pour mesurer, ne serait-ce qu'en termes de personnalité, de potentiel, si le profil cadre pouvait lui correspondre. Donc en fait, on a travaillé sur ces deux évaluations, une évaluation externe faite par le cabinet Catalyst et l'auto-évaluation du salarié à partir des fiches qu'on avait construites. Donc ça, ces fiches-là, elles sont un peu centrales au départ de l'exercice, pendant, et c'est ce qui nous a permis de construire un PIF. Donc un protocole individuel de formation. Là aussi, peut-être que vous pouvez illustrer. Donc cet engagement, c'est un écrit, en fait, un engagement qui traduit le parcours, les visées, les moyens, les temporalités, en fait, du parcours formation. À partir de l'auto-positionnement réalisé. C'est ça. C'est vrai que le PIF, c'était l'aboutissement d'environ 3 mois de travail avec l'accompagnement du cabinet Catalyst, dans lequel on listait les objectifs pédagogiques, on indiquait les phases de tutorat, les phases de mise en situation avec la temporalité justement, donc avec des dates indiquées noir sur blanc. Et donc c'est un plan qui permet d'accompagner le salarié pour progresser sur un niveau 4. Et dans ce plan-là, c'est là qu'on a structuré justement le fait qu'il y ait des temps à FEST, qu'il y ait des temps tutorat sur chacune des activités et des visées en fait de développement de compétences. Vous l'avez, alors c'est ce qu'on met sur l'image, ce protocole individuel de formation, il est assez synthétique. Vous, dans la mise en œuvre, vous l'avez traduit dans un agenda précis, effectivement, pour pouvoir suivre les deux acteurs que vous étiez, donc tuteur et formateur, pour pouvoir suivre très précisément et mettre en œuvre ces étapes-là, éventuellement les ajuster, en tout cas permettre qu'il y ait l'alternance entre ces fameuses boucles à FEST, des temps de mise en situation, des temps réflexifs, des temps évaluatifs. Et souvent, je crois, il me semble que vous avez mis les temps tutoraux en amont des boucles à FEST. Oui, tout à fait. Il y a un besoin de mettre le tutorat en amont de la boucle à FEST. Ça permettait d'éviter de piéger le salarié sur les mises en situation. Donc l'intérêt, c'était vraiment de lui expliquer comment faire le travail. Ensuite, de l'évaluer lors d'une mise en situation et ensuite boucler si vraiment le salarié avait besoin de progresser. Et on aurait sans doute remis des tutorats. Alors, on n'a pas eu le cas de boucle. Mais on aurait pu refaire un tutorat pour le remettre à niveau et s'assurer lors d'une mise en situation qu'il est à niveau. Il me semble aussi que dans les différents temps du parcours, en plus du tutorat et de la FEST, vous êtes rendu compte aussi qu'il manquait des éléments de connaissance, parce que dans le tutorat et la FEST, on n'est plus sur les savoir-faire, sur les savoir-être, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des éléments de connaissance à traduire et à redonner, et vous avez créé des temps aussi en salle, donc là on n'était pas en situation de travail, ni à FEST ni tutorat, pour pouvoir donner un certain nombre d'éléments, transmettre un certain nombre de connaissances ou de technicité ou de méthode. Donc tout à fait, on savait expliquer comment faire notre travail, mais malgré tout, il y a un besoin aussi de connaissances de base.
Donc, dans l'exemple de la gestion de projet, on s'est rendu compte que c'était plus pertinent de lui faire suivre 2 modules de formation projet, chacun de plusieurs jours, pour vraiment lui faire acquérir ces notions de base dans la gestion de projet. On a eu aussi le cas par rapport au niveau d'anglais. On l'a inscrit dans un module de formation de 30 heures afin qu'il se remette à niveau en anglais pour pouvoir passer le TOEIC. Et là, on voit toute la réalité de l'hybridité du parcours formation que vous avez construit, puisque du coup, en plus du tutorat et de la FEST, qui se situe dans l'entreprise, vous avez fait des temps en salle dans l'entreprise également, sur la spécificité de vos projets, Cercel, mais vous avez aussi adjoint des temps hors entreprise de formation sur l'anglais. Donc là, on voit bien la multimodalité avec 3 modalités en entreprise et donc une en salle, tutorat et AFEST, et une modalité externe, plutôt en ligne, il me semble. Oui, alors on avait de la formation e-learning, par exemple, pour animer les réunions. On a des formations qui existent en e-learning, faites par notre société. De même pour la formation gestion de projet, on a des modules internes. Donc là, on avait des modules internes qui ont été déployés pour le former et de la formation par un organisme externe concernant l'anglais. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours affaire à l'ensemble de ces modalités-là, mais s'agissant de faire monter quelqu'un de technicien à cadre, c'est vrai que l'enjeu était, et le spectre des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être à développer était quand même assez large et très ambitieux. Donc on a été dans ce besoin d'activer différentes modalités. Alors apparemment, il y a des questions ou des remontées sur les publics cibles possibles pour utiliser la FEST. Là, on voit bien que on est dans un cas de salariés donc techniciens avec déjà un niveau de formation bac plus 3, il me semble, c'était Philippe. Oui, même niveau BTS, mais après, il a 15 ans d'expérience. Il a changé plusieurs fois d'entreprise et il a fait des rôles assez variés. Donc, il y a quand même un besoin d'expérience assez important. Et un niveau de qualification qui était déjà présent. Oui, tout à fait. Oui. Au niveau de la FEST, nous, on a considéré que ce technicien-là pouvait prétendre à passer cadre moyennant une formation assez d'accompagnement parce qu'il avait déjà un niveau de base. Donc là, c'était plus un jugement des pairs, des managers du service méthode test. On a évalué qu'il avait déjà un certain niveau, qu'il lui manquait des compétences. Et c'est pour ça qu'on l'a engagé dans ce type de formation. Maintenant, si la personne n'avait pas eu le niveau ou lui aurait manqué trop de compétences, ça aurait sans doute été beaucoup plus compliqué de le faire rentrer dans la FEST ou plus long. D'où la nécessité de prérequis quand même. Vous aviez posé des prérequis à estimer, comme vous le dites, entre pairs, avant de faire rentrer. Et donc, d'ailleurs, on verra que c'est un des enseignements, puisque vous voulez déployer et mettre en œuvre ce dispositif pour d'autres techniciens, de se dire que voilà, il y a ce passage au départ en amont pour estimer que les prérequis sont présents. C'est ça. Mais aussi pour mesurer par rapport au profil, à la personnalité, donc via une évaluation externe, si c'est un type de poste qui pourra convenir. Mais bien évidemment, sur d'autres missions, on a pu mettre en place des AFEST, par exemple, pour d'autres types de niveaux, donc des ouvriers, par exemple, on a beaucoup travaillé avec des conducteurs de poids lourds. Donc voilà, l'AFEST et ces modalités internes vont être pertinentes pour développer du savoir-faire et du savoir-être. Pas pour développer de la connaissance purement, vaut mieux passer par une formation en ligne ou en salle, mais je dirais quel que soit le niveau de départ et d'arrivée visé. Simplement, si le niveau d'arrivée est comme le poste que vous allez proposer cadre est conséquent, le parcours sera plus long. D'ailleurs, vous pouvez nous redire combien de temps, à partir du moment où vous avez fait proposé l'autopositionnement et le début du parcours? Donc, on a commencé à travailler sur la FEST en novembre 2020. On a terminé la phase d'ingénierie en février 2021. Et à partir de février 2021, on a déroulé les phases tutorat, mise en situation jusqu'au mois de fin septembre.
pour arriver à une conclusion du processus AFEST en début octobre et qui s'est terminée par une phase de validation au sein de nos ressources humaines lors d'une commission de passage cadre pour valider le passage cadre du technicien. Voilà, donc c'est vrai que sur notre diapo, quand on dit le pendant, c'est vraiment la mise en œuvre du parcours. Il a été finalisé et évalué donc en octobre et ce mois-ci, en fin de mois novembre plutôt, il y a eu quelque chose qui nous semble intéressant aussi dans ces parcours formation interne et AFEST, c'est que d'une manière ou d'une autre, alors là c'est dans l'entreprise parce que vous avez une commission passage cadre qui s'appelle commission passage cadre. Ça aurait pu être aussi via une certification extérieure, pourquoi pas, mais en tout cas, de valider l'acquisition, et là par ses pairs, puisque dans cette commission, il y a des pairs du niveau cadre visé, ça nous semble intéressant puisque c'est quelque chose qui peut aussi créer la dynamique et la valorisation de l'engagement des différents acteurs dans ce parcours formation. C'est aussi ce qui nous semble pouvoir créer, activer ce levier-là que vous allez pouvoir utiliser d'ambassadeur, présenter cette démarche-là pour pouvoir inciter d'autres acteurs à s'y engager. Et puis, dernière chose aussi qu'on voulait valoriser sur cet aval dans lequel vous êtes maintenant que le premier parcours a été réalisé, c'est que vous avez des points de repère sérieux, des outils, un process et l'expérience de la mise en œuvre de ce parcours, donc une capacité en autonomie à déployer ce dispositif pour d'autres techniciens. Oui, tout à fait. On a identifié un second technicien là, qui serait dans un poste pouvant prétendre à un passage cadre, moyennant pareil le développement de certaines compétences qu'il va falloir qu'on définisse en reproduisant la démarche qui est décrite là, sur ce slide. Donc aujourd'hui, on se sent suffisamment armé pour déployer une démarche AFEST dans son intégralité. Moyennant l'évaluation des prérequis au départ. Ça reste quand même un point très important. Donc, on a décidé, nous, de le faire en interne en partie, mais aussi de faire intervenir un cabinet pour, lors d'une évaluation, pouvoir vérifier qu'on n'est pas passé à côté de certains prérequis. C'est vrai qu'on est parti de l'évaluation qu'on avait réalisée, des référentiels et de la construction de l'autopositionnement. Ça a été vraiment fondateur pour construire un parcours qui sera effectivement adapté précisément à ce collaborateur-là. On a des éléments qui vont être types dans le process, mais ensuite le parcours il se construit bien au regard de ces évaluations préalables. C'est ça. Alors, il y a quelques questions actuellement là, sur la construction des fiches, le décryptage de l'activité réelle, et il y a des précisions de demander. Voilà, la personne dit, si je comprends bien, l'autopositionnement et l'évaluation en fin de formation, comment avez-vous réalisé le décryptage de l'activité réelle? Et d'autres questions aussi, comment positionnez-vous les uns par rapport aux autres, la compétence, la tâche, l'activité, avec une interprétation de dire que d'après ce que la personne a compris, l'activité serait organisée autour d'un ensemble de compétences, elle-même structurée autour d'un ensemble de tâches. Voilà, je te laisse. D'accord. Alors peut-être qu'on va pouvoir montrer ce schéma-là. C'est le schéma. On est parti de ce schéma-là aussi avec Stéphane et Frédéric. Une fois que voilà, on a constitué le groupe de pilotage, les acteurs RH, managers, parce que vous étiez les deux managers et Frédéric, vous étiez donc le manager du salarié. Une fois qu'on a eu ce groupe de pilotage-là, et là je vais zoomer sur oui, le deuxième rectangle de cette phase ingénierie, on a tout d'abord regardé pour réaliser le chargé de projet, parce que c'était le poste, l'intitulé, c'était chargé de projet. On a regardé les compétences, on a regardé toutes les compétences, mais on a travaillé
sur des compétences qui semblaient stratégiques à l'entreprise et à vous, les managers, qui déteniez aussi l'expertise de ces compétences-là et de ce poste de chargé de projet. On a ciblé 4 compétences qui sont au cœur de ce poste-là et de l'activité qui doit être menée. Donc là, je reprends les termes sciemment. À l'intérieur de ce poste. Donc, les différentes activités à réaliser. Pour les réaliser, oui, si je le fais en entonnoir, pour réaliser ces activités-là, il y a des besoins en compétences. Donc, des besoins en compétences, c'est-à-dire des points de repère précis et des capacités à faire. Donc, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Là, je vais un petit peu, je décline sur une déclinaison qui est un petit peu connue de la compétence. Elle se fait de savoir, de savoir-faire, de savoir-être pour réaliser une activité. Et oui, on est allé plus précisément regarder dans cette activité-là quel enchaînement de tâches il fallait réaliser pour pouvoir être au rendez-vous des attendus. Et pour ces tâches-là, on a regardé ce qui pouvait, pour animer une réunion, eh bien, est-ce qu'il y avait des cas de figure où la réunion était plus complexe à animer. Donc, on a essayé d'identifier ce qui pouvait faire varier la complexité à réaliser l'activité et à l'intérieur la tâche. Par exemple, à l'intérieur d'une réunion, je crois qu'on avait parlé de la capacité à susciter la prise de parole et la participation des collaborateurs pendant la réunion, par exemple. Donc, on est sur cette activité d'animation de réunion, mais à l'intérieur, une capacité à développer la participation. On a regardé quand est-ce qu'il y avait des situations qui étaient plus compliquées pour le faire ou des invariants, donc à identifier les variables et construire, on a construit une échelle de difficulté, voir qu'est-ce qui faisait que pour cette même tâche, parfois c'est difficile, parfois ça l'est moins, ce qui nous a permis d'identifier des indicateurs et des critères de qualité de réalisation de la tâche. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane et Frédéric, et c'est vrai que vous le disiez, Frédéric, c'est ce temps-là qu'on a pris, c'est pas forcément un temps que vous aviez imaginé nécessaire pour construire un parcours formation, mais ça a été assez fondateur. Oui, ce parcours, l'établissement du protocole individuel de formation, c'est ainsi pour définir les tâches que la personne devra faire, sur lesquelles on va l'évaluer. Il y a quand même tout un système d'entonnoir et c'était pas quelque chose de naturel pour nous de travailler de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on savait lister les objectifs, dire voilà, on souhaite qu'il sache encadrer un stagiaire, solliciter une ressource. On savait dire qu'est-ce qui se cachait derrière cette activité. Par contre, aller finement ensuite dans les critères d'évaluation, on a un système d'entonnoir dans la réflexion. Et cette démarche-là n'était pas naturelle pour nous au départ. Mm-hmm. Et c'est grâce à votre accompagnement qu'on a réussi à la mettre en œuvre, comprendre la démarche, et maintenant on saura la refaire pour d'autres objectifs pédagogiques qu'on aurait à mettre en face pour un autre profil de salarié. Alors peut-être pour illustrer aussi, je sais qu'au départ, parce que les éléments qui sont remontés là dans le chat demandent comment on passe de cette analyse fine de l'activité en la traduisant tâche par tâche et pour chacune des tâches, les indicateurs de mesure de la qualité de cette tâche-là. C'est vrai que c'est un niveau très fin qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui peut être un peu fastidieux, mais c'est ce qui va faire la puissance du support d'autopositionnement et des supports d'évaluation derrière. Je me rappelle au tout départ, vous nous disiez, mais est-ce qu'on peut être sûr que la personne ne va pas se surévaluer ou se sous-évaluer dans le point de départ de l'autopositionnement qui permet de construire le parcours, et notamment si on est dans un cas de figure où la personne se surestime, se surévalue, surévalue ses compétences déjà acquises, on va passer à côté dans la pratique, la construction de la formation et de ce qui serait nécessaire de faire évoluer dans ses compétences. Et vous avez à un moment donné, quand on est allé dans ce détail des indicateurs de qualité de réalisation de la tâche, là, vous nous avez dit effectivement, non, le salarié, si on lui dit capable d'animer une réunion, on va peut-être dire oui, mais quand on détaille aussi finement avec des indicateurs de qualité,
de réalisation des attendus dans cette activité d'animation, là, vous avez dit, bah non, effectivement, il va pouvoir nous dire, ouais, je sais animer une réunion, mais je ne sais pas dire finalement si j'utilise telle technique, si j'ai tel résultat. Et donc, à la fois les indicateurs qui précisent l'activité et les critères de qualité de réalisation, c'est vraiment ce qui a permis de faire que la personne puisse s'auto-positionner assez précisément, justement, et vous d'identifier ce sur quoi il va falloir l'aider à développer de la compétence. Et pour compléter, effectivement, sur la partie auto-positionnement, c'est vrai qu'on avait utilisé une astuce que vous nous aviez conseillée, qui était de faire une première évaluation en aveugle, en quelque sorte, où on lui présentait les activités sans détailler les critères, et ensuite de refaire une passe, cette fois-ci en montrant les critères. Et là, ça a permis d'amorcer un dialogue et puis de voir les écarts entre la vision que lui pouvait avoir du poste et la vision que nous, on en avait. Et donc de vraiment mettre l'accent sur les points sur lesquels on allait insister lors des mises en situation, ou d'ailleurs dans l'autre sens aussi, des points sur lesquels nous, on pensait nécessaire d'insister et où lui était plutôt rassuré. Donc ça permet de bien cadrer quelles vont être les attentes à la fin du poste. Les attendus, de vraiment préciser les attendus. Et vous disiez que finalement, même pour les autres collaborateurs, comme disait Frédéric, vous situez l'activité générale que vous souhaitez dans un poste, mais pas précisément les attendus. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à formaliser plus, même des fiches techniques. Cette analyse-là qui est au cœur de l'ingénierie, hein, le rectangle central, il me semble, voilà, vous l'avez aussi traduit en fiches techniques qui n'existaient pas avant pour guider les autres collaborateurs dans ces activités-là. Et puis, vous parlez, Stéphane, d'un dialogue qui s'est créé, et je crois que ça a été un peu vrai tout au long des étapes de la mise en œuvre du parcours, un dialogue qui était gagnant-gagnant. La personne s'est bien rendue compte que l'idée, c'était pas de la piéger, c'était juste au contraire, et je crois que ça a éveillé son envie, puisque elle-même s'est dit, bah oui, je sais. Je pratique cette activité-là, mais savoir si je la pratique comme ça et avec tel résultat, finalement, non. Et donc, ça a créé aussi de l'appétence à développer cette compétence-là via le parcours formation. Donc, on voit que c'est essentiel, hein, ce dernier pavé de l'ingénierie, un autopositionnement qui suscite la réflexion sur sa pratique déjà du salarié et qui lui montre que le protocole de formation, le parcours de formation qu'on va lui proposer va lui permettre vraiment de monter. Ça a été aussi quelque chose où vous nous avez parlé, même senti la motivation de votre collègue. Et puis après, voilà, on a basculé sur la mise en œuvre avec ces boucles à FEST qui alternent des temps aussi avec du tutorat en salle ou en distanciel. Alors, si on se pose les trois, si vraiment, là, on a décrit comment on avait fonctionné, on avait cheminé ensemble pour construire ce premier parcours de formation multimodale en entreprise, avec un passage donc technicien cadre. Voilà, dites-nous, vous, en tant qu'acteur qui avez vécu, vous en avez déjà dit des choses, hein, mais voilà, qu'est-ce qui a été vraiment marquant? Parce qu'on parle là d'une méthodologie de type AFEST pour construire ces parcours de formation. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous semble être les leviers, les ingrédients qu'il faut absolument réunir pour réussir, en tout cas avoir une expérience réussie, pas qu'en termes d'évolution de compétences, mais aussi de dynamique au niveau de l'entreprise, les ingrédients et leviers, et puis les enseignements, les conseils que vous pourriez faire à nos auditeurs qui écoutent et qui participent à notre atelier. Alors, pour les points marquants, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des effets positifs pour le salarié, hein. C'est le but de la démarche AFEST, mais il y a aussi des effets positifs pour l'entreprise. Et ce n'est pas des choses qui étaient visibles au départ. Lorsqu'on a eu la présentation de l'AFEST, on voyait vraiment l'intérêt pour le salarié pour le faire progresser, mais on ne voyait pas les effets secondaires qu'on pouvait avoir pour l'entreprise. Donc nous, les effets positifs qu'on a constatés pour l'entreprise, ça a été pour chaque objectif pédagogique sur lequel on a souhaité faire travailler le salarié. On s'est rendu compte du besoin de documenter comment faire le travail.
Alors, pour certaines entreprises, c'est sans doute, ça existe, mais dans notre cas, pour les points particuliers qu'on avait identifiés, on n'avait pas de document qui expliquait comment faire. Et ça a été tout le travail que j'ai mené pour faire le tutorat. Ça a été de documenter sur papier comment faire le travail et ensuite de l'expliquer aux salariés. Donc ça a été le point marquant pour ma part. Mhm. De mon côté, moi, ce que j'ai pu constater, pour avoir plus particulièrement participé aux phases de mise en situation et de temps réflexif, je dirais que c'est la puissance de ce dispositif, donc à la fois mise en situation où, comme on a communiqué à l'avance, tout ce qui était critères d'évaluation, description des tâches, finalement, la personne, sachant qu'elle va être observée sur une situation, même si l'observation n'est pas à proprement parler une évaluation, j'ai pu constater quand même qu'elles étaient particulièrement bien préparées et que avant de s'attaquer à, par exemple, une réunion ou une préparation de documentation, la personne avait bien revu les critères et avait bien en tête les points sur lesquels on allait centrer l'observation. Et derrière, le fait d'avoir ce temps réflexif où on prend un peu de recul sur l'activité et en fait, on va inciter la personne à s'auto-évaluer, parce que c'est toujours de l'auto-évaluation. En fait, on va l'aider à formuler ce qui a bien fonctionné, les points où il y a pu y avoir des difficultés et au contraire, les points qui ont bien fonctionné. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'issue en fait, de ces phases-là, non seulement la personne a acquis des compétences et puis elle sait faire une activité donnée, mais je dirais qu'elle va être aussi capable maintenant d'expliquer pourquoi elle peut dire qu'elle sait faire. C'est-à-dire qu'elle va acquérir une certaine légitimité et se rassurer aussi sur certaines compétences. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ça allait après même jusqu'à faire en sorte que la personne a bien travaillé sur les outils, les méthodologies à mettre en œuvre sur chacune des activités et ensuite est allé même les proposer aussi à ses collègues et puis montrer aussi que l'issue de ses réflexions, en fait, le fruit de ses réflexions à ses collègues pour faire progresser le reste de l'équipe. Donc là, on a vu, en fait, lors de ces phases de temps réflexif et puis qui ont duré donc tout au long de la feste, finalement un changement de posture de la personne et qui est vraiment est arrivé sur une posture de cadre où on ne lui demande pas seulement d'appliquer un processus, mais il devient aussi acteur du processus pour l'améliorer et pour le faire évoluer. Et c'est vrai qu'on a remarqué la pérennisation de la pratique de documenter comment on fait notre travail. Ça, c'est en train de se déployer suite à la feste. C'est assez impressionnant. C'est vrai on n'aurait pas imaginé que ça aurait cet effet-là. Ouais, finalement d'avoir non seulement permis à quelqu'un d'évoluer vers une posture, des savoir-faire, des savoir-être, mais aussi mettre en dynamique l'organisation du travail pour la faire évoluer elle aussi en parallèle. Vous évoquiez que si vous aviez proposé une formation externe à votre collaborateur pour passer cadre, finalement, ça n'aurait pas contribué à ce que l'organisation bouge aussi avec lui, évolue avec lui. C'est ça, on n'aurait pas eu les effets positifs là, de documentation de notre façon de travailler qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'on partage maintenant au sein de nos équipes. Stéphane passe tous les 15 jours un peu de temps, moi aussi, pour justement, on va construire une documentation de comment on travaille et la partager entre nos équipes, entre les personnes qui l'appliquent. Et ça, c'est vraiment très positif comme nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que c'est plus une pratique ou un savoir-faire qui est décrit par une seule personne et imposé aux autres. Là, on le co-construit au sein de nos équipes. Et c'est la FES qui nous a fait démarrer cette façon de travailler. Ouais. Et là, c'est la plus-value, c'est les enseignements, c'est l'atout en fait de cette méthodologie. Donc ça, c'est vraiment l'élément marquant de la méthodologie, c'est qu'elle a des effets positifs sur la façon de travailler au sein de l'entreprise. Et si l'employé avait fait la formation à l'extérieur, ça n'aurait pas eu cet effet positif au sein de l'entreprise. Alors là, du coup, on a pas mal de questions. Est-ce que vous avez d'autres éléments à préciser ou enseignements ou conseils à donner ? Alors ça, c'était pour les éléments marquants. En termes de conseils ou d'ingrédients qui font que la méthode fonctionne, nous, notre recul sur le sujet montre que l'engagement du tuteur et du formateur sur la durée de la feste est vraiment essentiel.
Là, on parle d'une durée d'AFEST d'environ 10 mois à partir du moment où on a démarré l'ingénierie. Faut tenir la durée. Et c'est vrai que ça a été un des éléments clés pour la réussite. C'est vrai qu'on s'est soutenu, Stéphane et moi, pour tenir nos engagements de tutorat, de mise en situation, et dans un planning donné. Donc ça a été important. Et un autre point, un ingrédient de succès de la FEST, ça j'insiste dessus aussi, c'est important, c'est que la phase d'ingénierie, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Il ne faut pas la bâcler. Et pour ça, pour une première AFEST, je pense que l'accompagnement est nécessaire. Sinon, on risque de faire des erreurs. Après, pour une seconde AFEST, là, ça peut se faire en autonomie, mais je pense que c'est l'élément clé aussi du succès d'une AFEST, c'est que l'ingénierie soit bien faite. Et voilà. Et pour compléter là, sur le déroulement d'un parcours AFEST comme ça qui a duré 8 mois là, pour le salarié, donc c'est assez long. Un des points importants, c'était d'avoir des revues régulières du planning et des suivis du PIF, parce que c'est vrai que la FEST, on s'appuie sur des situations de travail réelles, et il peut y avoir beaucoup de changements entre le moment où on a démarré la FEST et on a planifié un certain nombre d'activités, et puis la vie de l'entreprise. Donc, en l'occurrence, on a eu des projets qui ont été arrêtés, par exemple, des sujets qui ont pris du retard, et du coup, certaines mises en situation qu'on ne pouvait pas forcément réaliser au moment qu'on avait prévu. Donc, il y a quand même tout un suivi à faire pour s'assurer quand même d'être capable de s'adapter à ces changements, voire de refaire, enfin de changer de périmètre. Des fois, on a été amené à créer des situations entre guillemets un peu artificielles, c'est-à-dire qu'on faisait travailler la personne sur un autre projet pour pouvoir faire une séance d'observation sur une tâche donnée. Donc ça, c'est important de garder ce suivi-là. Sinon, c'est vrai qu'on a vite fait de prendre du retard sur les 8 mois et puis d'avoir certaines mises en situation qu'on n'arrive pas à réaliser parce que les données d'entrée ne sont pas là, par exemple. Du coup, c'est aussi un enseignement, j'imagine, hein, de se donner les moyens vraiment de faire un suivi. Alors, il y a quelqu'un d'ailleurs qui réagit, qui dit que voilà, le PIF, c'est une pièce contractuelle, mais aussi, je dirais, de suivi et pédagogique et de suivi, puisque c'est vraiment ça que vous avez pu suivre, mais il faut vraiment derrière le traduire dans un agenda et re-questionner ou adapter des fois l'agenda de mise en œuvre du PIF. Est-ce qu'il y a d'autres des enseignements? Alors, dans les enseignements, ce que j'ai pu voir aussi, c'était l'importance de se faire une petite boîte à outils pour l'équipe qui va suivre le projet AFEST. Notamment, par exemple, d'avoir un espace partagé pour s'échanger les documents, que ce soit le PIF, les grilles d'évaluation, parce qu'il y a quand même beaucoup de documents qui sont produits lors de cette phase-là. D'avoir aussi ce planning partagé, puisqu'on voit qu'on a des besoins de synchronisation entre les phases de tutorat, les mises en situation, les formations externes. Il y a parfois des prérequis, donc il faut bien recaler tout ça. Donc il y a vraiment l'importance d'avoir une bonne communication dans l'équipe, et puis d'avoir des espaces, des partages de documents pour que tout le monde soit bien à jour. Je reprends un peu, j'ai repris un peu les éléments que vous avez évoqués. Est-ce que là, donc voilà, les différents atouts, les différents moyens, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Là, on est plus sur la traduction de ce que vous avez dit, mais en termes d'atouts, ce que représente cette méthodologie. D'ailleurs, il y a une question du chat qui vous demande, est-ce que vous êtes convaincu du coup par cette approche, du coup, la modalité AFEST, mais aussi la méthodologie autour de la modalité AFEST, est-ce que vous allez la déployer pour des techniciens et peut-être pour d'autres postes également? Après, nous, l'approche AFEST, pour l'avoir déployée une fois, moi, j'en suis convaincu finalement du principe. Par contre, c'est important de bien définir qui on rentre dans ce processus en termes de salariés. Et il ne faut pas que la marche soit trop importante entre le point d'entrée et le point de sortie, parce que sinon, c'est plus l'AFEST qu'il faut, c'est une formation externe ou autre chose. Là, la marche était importante. On parle quand même d'une quarantaine d'heures de formation, hein, entre formation, tutorat, en parlant de tutorat et de mise en situation. Ouais. C'est pas anodin, c'est étalé sur environ 6 mois. Voilà,
c'est la marche, faire 100 heures, par exemple, de formation en interne entre un formateur et un tuteur. Oui. Ça me paraît plus difficile sur la durée, de tenir la durée aussi. Mais là, en plus, déjà, vous aviez un défi qui était fort, hein, puisque 4 axes de compétences à développer. Il y a une question sur est-ce que ça peut être digitalisé? Alors, tous les éléments de compréhension de l'ingénierie, de la méthode, évidemment, on peut s'approprier, s'acculturer à ces éléments, à cette méthodologie et à la modalité en format digital. Par contre, pratiquer la FEST, c'est en situation de travail. Si la situation de travail, c'est du présentiel, c'est du synchrone, eh bien non, ça peut être qu'en présentiel synchrone. Par contre, si l'activité de travail ou la compétence à développer, c'est une activité qui doit se faire en distanciel, en utilisant le digital, on pourra effectivement être sur ce format-là. Mais par définition, la FEST, c'est en situation de travail. Et donc, si la situation de travail, c'est dans une salle, c'est dans un atelier, c'est dans un commerce ou un service, il faut que l'action de formation se passe dans ce lieu de travail réel. Je dirais pour les mises en situation, c'est vrai que certaines mises en situation concernaient uniquement du travail sur écran, donc on aurait presque pu les faire avec un partage d'écran. Je pense que ça aurait marché. Maintenant, le fait d'être physiquement à côté, c'était quand même intéressant puisque ça permet de voir aussi un peu tout ce qui se passe à côté. Est-ce que la personne va chercher des documents papier en complément? Est-ce qu'elle passe un coup de fil, etc. Voilà. Et il y a par contre certaines réunions. Alors c'est vrai qu'ici, comme beaucoup d'entreprises, on fait nos réunions aujourd'hui principalement par Teams, où là, effectivement, la phase d'observation se fait aussi en distanciel. Donc en fonction des mises en situation, je pense que ça peut effectivement se digitaliser, entre guillemets. Il y a une question autour des compétences dans ce parcours-là. Est-ce que vous êtes parti des compétences justement qui étaient attendues? Donc oui, effectivement, les 4 compétences dont on parle depuis tout à l'heure, c'était des compétences qui étaient attendues dans le poste de cadre, mais pas encore maîtrisées, ni même parfois pratiquées jamais pratiquées par votre collègue. Donc voilà, on a essayé de remettre aussi cet atout de la méthodologie de cette formation en format multimodal ou hybride. Donc on est parti de vos compétences et de vos expériences. Alors il y avait une question autour de référentiel. Est-ce que finalement c'est assez proche du travail référentiel compétences? Je dirais que oui, on a parlé du référentiel compétences pour cibler les compétences visées, mais on a surtout parler de l'activité réelle, des situations de travail réelles. C'est ça la force aussi, et c'est pour ça que ça se fait in situ. La construction du parcours formation ne se fait pas qu'au regard d'une compétence ou d'un référentiel compétence, mais travaille au corps les situations de travail avec toutes leurs variabilités. Les contextes de travail, les organisations de travail. Donc en fait, c'est vraiment une modalité qui articule la compétence qui est au cœur et visée avec la réalité de travail dans laquelle se développe, où on souhaite qu'elle soit développée, que soit développée cette compétence et à l'œuvre. Donc, on n'est pas que sur un référentiel compétences et ça a été ça le côté ingénierie qui n'était pas anticipé et que vous avez découvert, c'est qu'on est allé vraiment travailler sur les situations réelles, voir comment, justement, sur quelles situations réelles mettre le salarié dans les boucles à FEST pour qu'elle soit pédagogique et qu'elle puisse produire de l'apprentissage. Mais se rajoute aussi le travail d'évaluation. Donc voilà, il y a les compétences, il y a la situation réelle et puis il y a l'évaluation qu'on peut en faire. Et donc, on a mis dans les atouts que ça permettait de partir d'expériences et de reconnaître vos expériences à vous, de répondre aux besoins de développement de compétences et d'incarner de nouveaux postes de travail à tenir, de créer des espaces de dialogue, vous l'avez dit, tout au long, finalement, ça a été entre vous deux, mais aussi avec votre collègue, des espaces que vous n'aviez pas de dialogue, ce qui a impulsé, ce que vous avez évoqué, une dynamique d'organisation apprenante finalement, où on échange sur le travail, où on fait évoluer l'organisation ou les outils qui vont permettre à chacun de pouvoir réaliser ses activités et d'être compétent, en impliquant, je dirais, pas mal d'acteurs. Alors,
merci en tout cas d'avoir témoigné. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, hein, sûrement, mais moi je dirais qu'on reste joignable ce temps-là il sera possible de le revisionner, mais on ne pouvait pas le terminer sans se dire qu'il y avait quelque chose là qui nous semblait être de l'ordre de l'articulation entre un besoin collectif d'une entreprise et le besoin individuel. Et là, je vais te passer la main, Véronique, pour en sorte de conclusion. Très court. Voilà, donc c'est vrai que tout ce qu'on a vu montre que effectivement l'approche compétence, elle est importante d'un point de vue de l'entreprise. Là, c'est vrai que Sercel a mis un terreau très très favorable pour que les collaborateurs se sentent reconnus, évoluent dans leurs compétences, mais cette évolution dans les compétences, cette sensibilisation à la mobilité professionnelle, hein, on voit bien tous les témoignages qu'on a entendus depuis hier montrent que tout va très vite et que finalement les impacts de la transition écologique, transition numérique, la volonté des salariés eux-mêmes aussi de trouver du sens dans leur activité professionnelle, eh bien, invite aussi à se former tout au long de sa carrière. Et c'est très important que le développement des compétences ne soit pas que affaire de l'entreprise, mais aussi l'affaire des salariés eux-mêmes, pour que leurs compétences ne deviennent pas obsolètes, pour qu'ils puissent maintenir leur employabilité, et puis pour eux-mêmes se sentir reconnus, trouver dans leur activité professionnelle un certain épanouissement. Et je pense que c'est important d'avoir des leviers pour faire connaître la formation en fait auprès des salariés. Enfin, on peut peut-être passer Céline, à la diapo suivante. Voilà. Donc, vraiment, l'accès demain à la formation professionnelle sera clé, et c'est très important d'informer les salariés sur les dispositifs de formation. On l'a vu développer en entreprise, inciter à l'hybridation du développement des compétences au travers de formations formelles, mais aussi informelles, réellement implantées en situation de travail. Développer, simplifier aussi l'accès à la VAE, notamment par la validation de blocs de compétences. Et puis, y a un réel enjeu d'accompagnement, à la fois du point de vue des entreprises, parce qu'on a vu que c'était pas si simple en fait, entre la tâche prescrite et puis l'activité réelle. Finalement, je pense que ça a été ça aussi notre rôle, de pouvoir aider à verbaliser, à se rendre compte de ce qui était réellement à l'œuvre. Eh bien, c'est important aussi que le salarié puisse mobiliser son droit au conseil en évolution professionnelle, qui est un service public gratuit, et de pouvoir se faire accompagner aussi pour faire le point sur ses compétences, sur ce à quoi il peut prétendre demain. Donc, tous ces leviers, finalement, sont accessibles pour permettre des transitions professionnelles sereines, et puis des parcours de développement des compétences, on va dire, sans couture tout au long de la carrière. Et on arrive vraiment à des approches de gestion des emplois et des parcours professionnels qui sont vraiment dans des logiques gagnant-gagnant, à la fois pour l'entreprise, parce que elle a des équipes fidélisées qui se sentent reconnues et qui aussi sont au rendez-vous pour la rendre compétitive demain. Et puis du point de vue des salariés, ce sont des salariés qui se forment, qui savent pourquoi ils sont là, qui aussi trouvent du sens dans les entretiens professionnels. Donc voilà, on est vraiment dans une logique gagnant-gagnant sur la formation. Et c'est vraiment ce qui était à l'œuvre dans la mission. En tout cas, nous, on a été acteurs, mais aussi observateurs de cette dynamique-là créée à Sercel. Et à nouveau, merci d'avoir témoigné. Et j'espère donner envie à d'autres de développer ce genre de dynamique gagnant-gagnante, avec au cœur la formation dans l'entreprise.
Merci, merci encore donc à chacun de vous. Et puis, j'espère que même s'il y a beaucoup de questions encore au niveau des auditeurs et de ceux qui ont participé, qui ont suivi notre atelier, je dirais que ça va créer de l'appétence. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, au niveau de Catalyst Conseil, là, je vous laisse mon mail si vous voulez revenir vers nous et en parler. N'hésitez pas à m'interpeller. Et puis, peut-être que là, vous allez prolonger ce genre de questions puisqu'il y a un atelier à suivre sur l'utilisation de la VAE. C'est l'atelier E2 réalisé par Perspective et Rebond qui va aussi donner un moyen d'adjoindre à ces dynamiques formation la question de la validation des acquis de l'expérience. Donc, je vous souhaite une bonne continuation dans votre participation à cette initiative Centre Info. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.